Dans cet épisode, je te partage les 25 leçons de 2025 au niveau business et personnel. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Jacob Hamel et j'ai fondé des entreprises dans l'industrie du fitness depuis 2013, généré plus de 7 millions dans les 5 dernières années. Et maintenant, ma mission, c'est de faire en sorte que chaque entraîneur, coach, propriétaire de gym privé puisse vivre sa vie de rêve à travers sa passion. Et depuis 2020, on aide les business et l'année passée, je suis très content et fier de dire que nos clients ont généré collectivement 7,3 millions de dollars et qu'au mois de décembre, en récurrence, dans le fond, en personnes qui aident mensuellement, on a franchi le 1023 clients que nos clients à nous aident. Donc, c'est vraiment cool. J'étais vraiment content de ça. Puis l'année passée, nos clients ont eu des belles croissances. Ça a été super cool de voir les résultats de tout le monde. Donc, sans plus attendre, mes 25 leçons. La première, c'est d'être focus sur une seule affaire. Et depuis 2016, c'est la première fois que j'ai une seule business à m'occuper. Et j'ai raconté mon histoire dans d'autres vidéos ou podcasts. C'est que en 2015, j'ai lancé Quantum Training. En 2016, j'ai lancé Éducation Quantum, qui était de la formation. En 2023, j'ai fermé Quantum Training et j'ai vendu en 2025, cette année, l'année passée, au mois d'avril, j'ai vendu Éducation Quantum, la majorité de mes parts, donc qui est opéré présentement par Kevin. Donc, et cette année, j'ai pu être focus seulement sur FitPro Consultant, qui est notre compagnie actuelle de consulting. Et ça fait tellement du bien, c'est tellement plus simple et ça permet tellement de travailler sur les bonnes choses dans le business plutôt que d'avoir la tête à gauche, à droite. Et peut-être que je suis rendu plus mature, j'ai 35 ans présentement, peut-être que c'est l'âge, peut-être que, je sais pas, peut-être d'avoir un enfant aussi m'a mis en sorte que j'ai voulu être moins éparpillé, si on veut, au niveau de mon énergie et tout ça. Mais la chose le pire, c'est que je me le faisais dire par certaines personnes qui étaient vraiment plus qui ont plus de succès que moi. À un moment donné, de comme focus sur une affaire, là, comme t'as 3 business, puis c'est pas assez gros chaque business. Totalement, la plus grosse année, on a fait 2,2 millions, je pense, les 3 business ensemble. Mais je parlais avec du monde qui était comme, c'est pas assez gros pour mettre un CEO, un PDG en place que tu vas payer 150 000, 200 000 par année dans chaque. Puis c'était comme une position un peu weird. Puis j'avais pas non plus ce qui arrivait à ce moment-là, je pouvais pas être focus sur rien. C'est comme super. Il y avait tout le temps comme plein d'affaires à gauche, à droite et tout ça. Puis c'est ça. Focus sur une affaire, c'est autant au niveau de l'offre que vous avez. Donc, quand tu focuses sur une offre, seulement que tu offres avec tes clients, c'est tellement simple parce que tu peux optimiser chaque étape du processus, autant au niveau du onboarding, de qu'est-ce qui se passe dans les 7 premiers jours, qu'est-ce qui se passe dans les 30 premiers jours, c'est quoi qu'on met en place ensuite, et ainsi de suite. Puis c'est ce qu'on a fait l'année passée aussi, de peaufiner beaucoup notre offre. Et un coup que tu es maximisé puis que tu as vraiment une offre magnétique principale, ben là, on peut aller upsell, downsell, ainsi de suite. Mais vraiment de te focus sur une affaire. Je me rends compte que qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne focus pas sur une chose, c'est qu'on ne sait pas comment continuer à faire progresser une seule affaire. Donc, en business, souvent, c'est comme tu atteins un plafond, puis tu as une opportunité, fait que, mettons, ça stagne, puis tu as une opportunité d'aller à gauche pour une autre idée ou une autre affaire. Je me rendais compte que je la prenais, cette opportunité-là, premièrement, fait que je n'étais pas assez discipliné pour me dire non, je vais juste focus sur qu'est-ce que j'ai présentement, puis améliorer ça. Et ensuite de ça, c'est que je n'étais pas assez discipliné, puis que c'est un peu le syndrome de la balle rouge scintillante. Là. Si je ne sais pas si vous vous souvenez des Super Bowls, là, tu lances ça à la terre puis ça revole un peu partout, mais c'est comme voir tout le temps les opportunités puis te dire comme oh shit, ça va être mieux ou ça va être plus le fun, ainsi de suite. Puis ça reste que je suis content de la progression que j'ai eue, puis je trippe maintenant sur ce qu'on fait. Puis je tripais plus nécessairement sur le fitness dans les dernières années, sur coaching fitness. Mais ça reste que le plus longtemps que vous pouvez focuser sur une seule affaire, puis d'améliorer cette affaire-là, puis d'attaquer les problématiques de croissance avec tous vos ressources plutôt que d'essayer de contourner ça, c'est toujours mieux. Puis j'aime ça voir ça comme des montagnes. Fait que j'aime ça faire du hiking. Là. Puis par exemple que quand tu montes une bonne montagne, là, mettons tu fais un hiking qui dure 10 heures, ben
il y a un moment donné, je sais pas si c'est tout le monde de même, mais moi, je pogne un mur à un moment donné que je suis comme, OK, là, c'est tough. Comme là, j'ai un mur. Puis à ce moment-là, ben, si je vois qu'il y a une autre montagne à côté qui a l'air, je suis comme, ah, elle m'intéresse, ça a l'air plus facile, ben, je peux partir comme rester à la même hauteur, mais comme aller voir l'autre montagne, puis me rendre compte que ça va être aussi dur la montée, elle aussi. C'est un peu ça comme plusieurs business, plusieurs offres, plusieurs affaires, c'est comme que tu fasses du low ticket, que tu fasses du high ticket, que tu aies un groupe school, que tu aies whatever c'est quoi, ça va être tough. Fait que aussi bien de focuser sur une seule affaire puis de mettre toutes tes ressources, ton énergie et ton équipe à monter cette montagne-là puis vraiment de maîtriser ça. Deuxième leçon, time audit. Donc, un time audit, c'est quoi? C'est d'analyser ce que tu fais dans ta semaine. Tout simplement, aux 15 minutes, tu l'écris sur une feuille de papier ou un Excel. Et l'année passée, le premier quart, donc janvier, février, mars, ben là, on était en processus de vente pour la compagnie, puis on a mis beaucoup de temps dans refaire au niveau de l'offre de service, au niveau du parcours client, au niveau de plein de choses au niveau des opérations. Et à ce moment-là, j'avais des frustrations au niveau de l'acquisition client parce que ça bougeait pas, on faisait pas de croissance autant que je voulais. Puis je me disais, fais chier, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis là, j'avais de la frustration. Puis là, deuxième quart qui commence, c'est mars, avril, tout ça, là, on fait la vente. Puis c'est à ce moment-là, dans ces environs-là, que j'étais comme, OK, ben, je vais regarder combien de temps je passe sur le marketing, dans le fond. Puis je me suis rendu compte que le premier quart de l'année, je passais peut-être 10 heures par semaine dans le marketing. Puis là, dans le fond, ben, j'avais de la frustration parce que je m'attendais à avoir des résultats comme si je passais 40 heures semaine, mais finalement, j'en passais 10 heures à peine, tu sais. Puis des fois, c'était pas des 10 heures qui étaient super efficaces non plus, tu sais, parce que c'était comme plus la base que je faisais de juste faire du contenu, puis c'est comme juste la base de la pyramide du marketing. Et à ce moment-là, ben, on dirait que ça m'a fait réaliser de faire cet exercice-là, puis dire comme, faut que je fasse ça plus souvent. Puis, surtout de me demander, si la business avance pas dans la direction que je veux, puis que j'ai pas les résultats que je veux, est-ce que, first, je mets pas assez de ressources au niveau de mon temps, mon énergie, mon argent à régler cet enjeu-là de business, ou c'est une question que, présentement, mon attention n'est pas là, et c'est correct, il faut juste que je baisse mes attentes par rapport aux résultats. Et ça, je pense que après ça, ben, quand j'ai fait cet exercice-là, je me suis dit, OK, là, on tombe en mode croissance, on a fini au niveau des opérations ce que je voulais optimiser. Comme après ça, Matt, que vous avez entendu dans d'autres épisodes, qui est mon partner maintenant, Matt, c'est comme opération, vente, c'est ces deux gros départements, puis gestion. Donc, moi, je suis parti sur l'acquisition, puis là, je mettais comme 25, 30 heures, 35 heures, 40 heures des fois par semaine, juste sur l'acquisition client. Puis là, guess what? C'est drôle, mais on a fait notre deuxième quart, donc juin, juillet, août, septembre, vraiment bon avec l'atelier d'ascension, ainsi de suite. Puis après ça, ben, l'automne, ça a été vraiment, on a doublé notre clientèle à l'automne, là, quasiment. Là, fait qu'on a fait une croissance de 63% cette année, fait que, du coup, je suis vraiment content. Puis, mais c'est une question de temps, puis d'énergie, puis de ressources à investir. Puis c'est juste une leçon, je pense, de mettre tes attentes à la bonne place, puis de ne pas oublier sur quoi tu focuses présentement, puis de mettre tes attentes en lien avec ça. Troisièmement, le positionnement, prochaine leçon, le positionnement d'une offre bat n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que comment tu vas parler de ton offre, puis de ce que tu fais, va avoir plus d'incidence que toutes les stratégies marketing que tu peux mettre. Cette année, on a plusieurs clients qu'on a vu ça. Autant au niveau de cette année, on a eu ce qui était en mode cette année, c'était la course, c'était les IROX, c'était les coachs justement de triathlon, de tout ça. Cette année, ben, ça a été des années records pour tout le monde qui mettait de l'effort marketing, mais mettons, quelqu'un qui faisait cette année de la transformation physique en 2025, puis quelqu'un qui faisait, mettons, du IROX, à effort égal, à publicité égale, à tout égal, la personne d'IROX va faire les meilleurs chiffres, va faire plus de croissance. Pourquoi? Parce que on appelle ça le product market fit, donc le fit du marché. Le marché veut ça, et toi, tu arrives avec une offre qui est différenciateur et qui parle directement aux tendances présentement. Et ça, ben, c'est tellement important de se positionner notre offre de façon à se dire, OK, le marché présentement, qu'est-ce qu'il veut, puis comment je vais me positionner par rapport à ça. Et ça, ben, ça, c'est l'affaire la plus simple à faire, si on veut. Puis on l'a vu, admettons, avec, on a quelques clients
Mettons Sam qui a un gym semi-privé spécialisé iRocks. Doublé son chiffre d'affaires cette année, ça a super bien été, puis on a eu besoin de ralentir un peu la croissance due au manque de staff, ainsi de suite, que ça aurait pu être bien plus que ça. On a Marc-André que, depuis qu'on travaille avec, il a passé de 5 000 à faire environ 30 000 par mois, fait un mois record de 38 000 cette année, au mois de novembre, je pense. Et lui, dans le fond, ben, il s'est positionné en offre de transformation physique, mais pour les services d'urgence 911, donc policiers, pompiers, tout ça. Lui-même est pompier part-time, bien entendu, avec les chiffres qu'il fait, il pourrait ne plus faire ça aussi, mais il aime ça encore. Fait que, ça, on a Marie-Lou qui aide les mamans, donc qui est très axée sur la réalité de maman, parce qu'elle, elle est maman. Donc, on a les Super Dads aussi, qu'on travaille avec eux depuis, ça va faire 1 an, qui sont axé sur les pères de famille. Donc, d'avoir une niche précise puis un message précis, le positionnement de ce que tu fais, ça va battre tout le reste. Donc, pense à ça présentement. Comment je me positionne dans le marché? Est-ce que je me positionne comme un coach de transformation physique parmi tant d'autres ou j'ai une position un peu différente ou une niche différente, une façon de parler de mon offre, un message qui est plus précis. Puis là, il y a des exemples, mettons, dans la transformation physique. Prends l'exemple de mon bon ami Guillaume Boucher. Mais Guillaume me parle de transformation physique. Mais Guillaume, ça fait depuis 2014, en fait, qu'il fait ça, parce on s'est rencontrés, petite histoire courte, il était locataire dans mon gym. Quand j'ai ouvert mon gym en 2013, il était locataire, puis on était voisins de bureau pendant des années, puis on se voit encore. Bref. Puis Guillaume, dans le fond, ben pourquoi son positionnement n'est pas tant différent? Qu'est-ce qui est différent, par contre, c'est il va te montrer les 1000 et les 1000 de transformations physiques qu'il a. Son élément de différenciateur, c'est les résultats de ses clients, qu'il y a plus de résultats que tout le monde. Puis ils sont rendus à 500 clients actifs présentement, mensuellement, là, qui aident. C'est assez insane. Mais il y a quand même un différenciateur. Même si dans la transformation physique, c'est comme, moi, je passe du monde qui ont des shapes ordinaires à des photoshoots, puis voici tous les résultats que j'ai, puis je vais battre les résultats de n'importe qui dans le marché. Donc, il y a quand même un différenciateur, même si le message ou la niche est large, ça ne veut pas dire une nicher nécessairement spécifique, mais son message est comme spécifique à résultats tangibles et visibles. Donc, le positionnement est mieux que tout. Quatrièmement, la longévité dans la business va battre tout. Peut-être que présentement, l'année passée, tu as fait des mois records. Peut-être que tu as fait un année record. Ce que je me rends compte après plus de 13 ans comme entrepreneur, c'est que ce qui est important, c'est de rester dans le game puis de t'améliorer constamment. Puis présentement, il y a des années qu'on a fait des croissances il y a une année, j'ai passé de faire 375 000 par année, après ça 750 000 l'année d'après. L'année d'après, 1,5 million, 1,6 million, puis l'année d'après, 2,2 millions. Puis c'est tellement intense dans cette phase-là de doubler le chiffre d'affaires. Puis c'est cool, puis j'ai appris une tonne d'affaires là-dedans. Mais ce que je me dis présentement, puis peut-être parce que j'étais un peu plus vieux, c'est que je me dis j'aime bien mieux avoir une croissance de 50% par année. Donc, de progresser année après année, puis d'être là sur le long terme, puis d'assurer qu'il n'y a rien qui pète dans cette croissance-là. Puis peut-être que je suis juste pas assez bon pour gérer l'hypercroissance. C'est peut-être un fait aussi. Mais des fois, de zoom out un petit peu et de dire comme, hey, présentement, mettons, j'ai 35, je me dis, hey, j'ai au moins un bon 20 ans encore à avoir de la drive, à vouloir scaler des business, puis je triple là-dessus, puis ça m'étonnerait bien gros qu'il y ait de quoi qui change. Ça se peut, les choses changent, là, mais je disais, j'ai même pas la moitié de ma carrière de faite. Des fois, il faut zoom out un peu et dire, je vais prendre les décisions sur le long terme qui vont être bons pour la business. Sur le moyen long terme qui va être bon pour moi aussi, plutôt que de viser de scaler le plus rapidement possible. Parce que je pense que les décisions qu'on prend, si on vise de faire du cash dans les 30 prochains jours, contrairement à faire du cash dans les 10 prochaines années, puis d'aider une tonne de personnes dans les 10 prochaines années, ça va être très, très différent. Puis par exemple, ce trimestre-ci, ce que je fais, c'est que je travaille sur un système... dans le fond, tous nos outils qu'on a, nous, on utilise à l'interne, puis nos clients utilisent, on utilise Notion, on utilise des GPT, on utilise Slack, on utilise comme plein d'affaires différents, puis des Excel sheets, plein d'affaires. Puis là, dans le fond, ce que je suis en train de bâtir, c'est une application custom à nous qui va tout faire, tout automatiser, tout plugger sur tous les logiciels et qui va utiliser l'intelligence artificielle pour sortir les datas. Ça ne fait pas grossir la business. Ça ne fait pas faire plus de cash dans les 30 prochains jours. Par contre,
ça va être un outil que je monte là-dessus. Je suis rendu peut-être à 100 heures à mis sur l'application. J'en ai peut-être un autre 100 à mettre. Mais à la fin du trimestre, quand je vais avoir fini de faire ça, est-ce qu'on va avoir fait un trimestre record ce trimestre-ci? Non. Par contre, je vais avoir un asset, je vais avoir quelque chose dans ma business qui va nous faire sauver potentiellement quelqu'un d'autre à engager, que j'ai pas besoin d'engager parce que j'ai ça, mais qui va upgrader drastiquement notre expérience client, qui va aider les clients, qui va faire en sorte qu'ils ne vont pas payer leur admin à faire des tâches que le système va faire, puis ça va être inclus dans notre service. Donc, on va pimper le service, on va aider plus le client, on va nous aider, nous, à l'interne, on va améliorer la business, puis on va bâtir un asset, donc quelque chose que la business possède, qui a une valeur, qui amène quelque chose dans le business. Mais ça, si je focus sur les 30 prochains jours ou sur le prochain trimestre à faire un trimestre record, je ne vais pas travailler là-dessus. Puis c'est challengeant parce que là, je suis comme, je veux scaler mes ads, je veux faire ci, je voudrais faire un webinaire, je voudrais faire telle affaire, je voudrais doubler le nombre de contenus qu'on fait, je voudrais faire plus de long format. Il y a plein d'opportunités que je peux avoir. Mais si je m'arrête puis je me dis, OK, dans 5 ans, comment qu'on peut avoir la meilleure compagnie de consulting puis de mise en place de systèmes d'acquisition puis de systèmes de roulement de business pour le coaching fitness, la décision que je dois prendre, c'est de bâtir cette application-là. Donc, c'est pour ça que je dis la longévité est mieux que de scaler plus rapidement parce que vous allez prendre des décisions qui sont bonnes pour la business sur le moyen long terme aussi. Je dis pas de pas scaler, c'est pas ça. I'm all about it. Il y a des phases qu'il faut que tu scales rapidement. Comme les derniers 9 mois de notre année 2025, c'était juste ça mon focus. On a doublé notre clientèle, mais là, dans le fond, à avoir appris à travers les années, c'est que là, OK, il faut que le monde ait plus de résultats, il faut que le monde reste plus longtemps, on veut augmenter notre LTV, on veut peaufiner nos opérations, puis on veut se différencier dans le marché. Là, on break down, on ralentit un petit peu l'acquisition pour le prochain trimestre, mais guess what? Après ça, avril, mai, juin, je repousse en malade au niveau de l'acquisition. Ça veut pas dire nécessairement de juste faire des choses tout le temps pour améliorer ce que tu as sur le long terme. Fait que c'est comme une danse un peu entre ces deux choses. 5e point va un petit peu avec ça qui est automatiser, mettre en place des process et déléguer par la suite dans cet ordre-là. Au plus haut que j'ai eu d'employés, j'en ai eu 15 employés en même temps. Et il y avait tellement d'affaires à y repenser qui n'étaient pas optimales. J'aurais pu faire le même chiffre d'affaires avec 10 employés finalement, même peut-être moins que ça. Puis dans le fond, cette année, on a une business qui fait 7 chiffres. Et l'année passée, on a eu comme du monde qui sont arrivés, qui sont repartis. Mais dans le fond, présentement, on est 4. On est 5, mettons, là, mais dans le fond, il y a moi, il y a Matt que vous avez entendu dans d'autres épisodes, qui est partner maintenant. Il y a Caro qui est avec nous depuis 2 ans et quelques. Il y a GM qui nous a rejoint cette année pour coacher les clients, pour nous aider à coacher les clients. Et il y a Kev aussi qui commence là à coacher en one-on-one avec nous. Donc, je l'inclus là. Mais dans le fond, à 4 l'année passée, on a fait 63% de progression de chiffre d'affaires. Puis, l'affaire que je me suis dit l'année passée, c'est comment que je fais en sorte que j'ai pas besoin de plus de staff. Et là, dans le fond, au niveau des automatisations, au niveau des process, au niveau de tout ça, j'ai passé beaucoup de temps l'année passée à qu'est-ce que je peux automatiser, qu'est-ce que je peux mettre les AI dedans, qu'est-ce que je peux ci, qu'est-ce que je peux ça. Et ça fait en sorte que, autant au niveau du setting, autant au niveau des opérations, de plein d'affaires, qu'on a automatisé. Puis un coup que tout est automatisé, on va bâtir des processus clés pour que quelqu'un qui utilise ton système suive ces processus-là pour être sûr d'être efficace dans sa job. Puis après ça, tu peux plugger quelqu'un que tu vas engager qui va suivre les procédures puis qui va suivre le système en soi. Et ça, ce que ça va permettre, c'est que tu vas standardiser ce que tu fais, tu vas avoir plus de résultats avec tes clients, tu vas avoir moins de casse-tête pour toi, puis tu vas arrêter de payer dans le vide ton staff. Le numéro 6, d'utiliser l'intelligence artificielle. On en a parlé un petit peu. C'est fou ce qu'on peut faire présentement avec les AI. On a fait un épisode où est-ce qu'on parle pour le marketing et on a manqué de temps, mais on va en faire un autre là, pour ce qui est des opérations, de la vente, ainsi de suite, de plein d'autres affaires. Présentement, si vous n'utilisez pas, ne serait-ce que ChatGPT payant, là, comme utiliser ça, ou Gemini ou Claude, mais vous devez utiliser ça comme. Ça, c'est une des affaires, comme j'en ai parlé dans le podcast, mais pour la marketing, juste Submagic qui va faire vos sous-titres automatiques, juste Poppy.ai qui va vous permettre de vous donner des idées de contenu. Bref, il y a tellement d'affaires. Passez du temps en 2026
à apprendre les logiciels d'intelligence artificielle. Puis oui, ça coûte de l'argent, mais tu sauves tellement, tellement de temps à utiliser ça que c'est pas genre de 30 ou même 200$ par mois. Ça va te faire sauver un temps énorme et t'aider énormément. Numéro 7, c'est plus un point de vue personnel. Les attentes entre l'énergie, le temps et les résultats, surtout quand tu as un enfant. Donc, cette année, ma fille, elle a eu 3 ans au mois de décembre et cette année, j'ai réalisé que j'étais ultra rigide dans mes attentes, puis j'avais beaucoup de frustration quand ça se passait pas comme que je voulais. Donc, par exemple, je me dis, donne un exemple, moi, je me lève pas de cadran. Okay? J'ai ça mettre un cadran, mais je me réveille tout le temps entre 4h30 puis 7. Comme, ça dépend. Je me réveille quand que je me réveille, puis that's it. Puis dans le fond, il y a des journées, des fois, je me lève à 5h. Là, je me lève, OK, good, si m'en en bas, on va me faire une grosse trade de deep work pendant que la famille est couchée. Puis ce matin, j'aime ça passer du temps avec ma blonde puis ma fille. Passer du temps avec eux. Puis là, des fois, ben là, je me réveille à 5. Puis là, ben, je fais mon café puis tout ça. Puis là, ben, j'entends ma fille qui se réveille. Mais là, je sais que ma blonde, elle a peut-être pas beaucoup dormi cette nuit. Ça a été plus tough avec la petite, parce que bref, chacun ses choix, là, mais nous, c'est ma blonde qui s'occupe de se lever dans la nuit si ma petite se réveille. Et là, ben, des fois, je suis comme, ben là, je vais donner un break à ma blonde. Fait que là, il est 5h15, là, moi, je m'en allais travailler en bas. Là, je suis super primé, qu'est-ce que je vais faire? Je viens de me prendre mon café et tout ça. Puis là, c'est comme, OK, ma fille se lève. Fait que là, je suis comme, ben, je veux être présent pour eux autres. Puis je pense que tout le monde qui est parent comprend ça. C'est comme, je veux être là pour la famille puis pour ma fille. Puis, mais d'un autre sens, je veux scaler ma business pour atteindre mes objectifs. Puis scaler. Fait que c'est comme toute cette dichotomie-là qui est tough. Puis que je me suis rendu compte l'année passée, j'étais ultra rigide. Fait que ça arrivait cette situation-là. Puis là, j'étais comme, OK, je vais m'occuper de ma fille ce matin. Mais là, je venais frustré. Genre, je bâtissais full de frustration. Puis, ben là, ben, je le faisais vivre à ma blonde aussi, dans le fond. Puis là, ma fille, elle sentait. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, wow, OK, je pense qu'il faut vraiment que je sois plus flexible, puis que mes attentes ne soient pas aussi rigides. Puis avec un enfant, mais dans le business de façon générale, tu sais, il y a deux façons, tu sais, dans la philosophie stoïque, il y a deux façons de réagir à une situation. Tu changes la situation, tu changes ta façon de voir la situation. Puis, tu sais, je pense que quand tu es dans le milieu, que tu essayes de changer la situation, mais qu'elle n'est pas changeable, ou que tu décides de ne pas la changer, comme j'aurais bien pu dire, comme je réveille ma blonde puis je m'en vais travailler, mais je me serais senti comme c'est sans cœur. Fait que là, c'est comme je décide d'être avec ma fille puis de prendre du temps, mais il faut aussi que mes attentes par rapport à ça, puis qu'il n'y ait pas de frustration avec ça. Fait que ça a été comme un challenge cette année, puis ma leçon, c'est vraiment d'être plus flexible dans mes attentes, puis j'ai la chance d'avoir un job ultra flexible aussi, là, que j'ai la chance, entre guillemets, ça fait de 13 ans que je bâtis cette chance-là, mais bon, ça, c'est une autre discussion. Mais ça fait en sorte que je pense que c'est une leçon bon pour tout le monde d'être flexible dans les attentes des fois qu'on a envers les situations, que ça ne se passe pas toujours comme prévu, mais de se contrôler se contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler. La 8e leçon, ça va avec le contrôle, mais le contrôle financier. Au niveau des finances, l'année, c'est ça, dans les 2 dernières années, avec la fermeture, avec ci, avec ça, ben, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à mieux comprendre mes chiffres, m'attarder plus aux finances, puis dans le fond, toute l'année 2025, ce qu'on a fait, c'est qu'à tous les lundis, on a regardé combien qui est rentré dans le compte, combien qui est sorti, c'est de quoi les postes de dépenses, puis on analysait, on analyse encore tous les lundis nos finances. Et ça l'aide tellement de faire ça. Puis il y a peut-être du monde qui écoute ça, puis qui est comme, mais voyons, c'est Business 101, c'est faire ça, mais moi j'ai mis ça de côté vraiment longtemps. Et d'analyser, ben, où est-ce qu'on dépense d'argent, où est-ce que les ressources sont mises, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent, puis de prendre des décisions par rapport à ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Puis je sais que probablement vous êtes là pour aider le monde, vous faites ça par passion, être entraîneur à votre compte, propriétaire de gym privé, mais il faut que ça soit rentable à un moment donné, il faut que ça soit profitable. Et c'est ça, de stater aussi tes pourcentages de profit brut, tes pourcentages de profit net, puis de viser, dans le fond, un minimum de 20% de profit net. Là, encore, dépendant de votre structure, dépendant de bien des affaires, dépendant aussi de l'investissement que vous faites dans le business. Là. C'est pour ça que comme nous autres, on a des postes d'investissement. Fait que je sais que mon profit, il serait de tout ça si je ne mettrais pas autant mettons, d'argent dans la croissance. Mais si je veux faire la croissance, il faut que je mette de l'argent là-dedans. Fait que c'est comme, OK, le profit
net, il est après tous les dépenses. Par exemple, qui est à, nous autres, l'année passée, à 25-26%. Mais si j'enlève tous les investissements qui ont été faits, ben là, je monte peut-être à 38-39%. Donc, puis après ça, ben, le profit brut, ben, c'est combien ça te coûte de délivrer ton service. Puis ça, ben, ça devrait être 80% de profit brut de ce niveau-là. Fait que, bref, d'apprendre sur les finances, puis vraiment de tracker ça chaque semaine. Numéro 9, les pubs fonctionnent, il faut juste que tu le fasses fonctionner. Je me suis formé beaucoup dans les 2 dernières années en publicité et c'est toujours la même affaire que je parle avec différents mentors, différents coachings que je fais. C'est comme le message bat tout. Donc, les pubs, ça fonctionne pour tout le monde. C'est juste que ça ne fonctionne pas, peut-être pas présentement avec ton message que tu promouvois sur les réseaux sociaux. Puis il y a peut-être plusieurs affaires dans ton tunnel de vente qui ne fonctionnent pas. Donc, la première chose qu'on veut tester, c'est un message qui s'adresse à un avatar précis, à un problème précis, puis une solution précise qu'on va faire. Mais après ça, par exemple, dépendant des différents tunnels que tu utilises, par exemple, que tu utilises, de quoi qu'on utilise de base avec tous nos clients, c'est ce qu'on appelle un growth ad, donc c'est un follower ad, c'est d'amener du monde sur ta page. Mais tu as beau amener du monde sur ta page, si tu ne vas pas leur écrire, puis si tu ne stats pas combien de personnes que tu écris, combien de personnes qui sont qualifiées, combien de personnes que tu amènes en appel, combien de ventes que tu fais avec ça, puis tout ça, tu ne sais pas si ta stratégie fonctionne. Donc, j'en vais tout le temps dire, les ads, ça ne marche pas, mais si je demande des détails du tunnel, ils ne savent pas. Donc, les ads, ça fonctionne, il faut juste se faire marcher pour toi. Puis ça, ben, c'est d'identifier c'est quoi le frein dans les différentes étapes de ta stratégie, d'attaquer ça, puis de modifier ou d'optimiser selon ce qui se passe. Ensuite de ça, numéro 10, le long format reste le roi au niveau du contenu. Quelqu'un qui, en 2025, on a vu beaucoup TikTok, Reels, Facebook, tout ça, comme oui, c'est super, super important le short form. Mais depuis 2017, j'entends toujours les mêmes choses dans nos appels de vente. Les gens qui viennent faire affaire avec nous vont nous dire qu'ils ont écouté soit le podcast ou la chaîne YouTube. Que ce soit dans Quantum Training ou que ce soit dans Pro Consultant d'une compagnie actuelle, ça revient toujours le long format. Puis quand tu penses à ça, Google, en 2024, je pense, a sorti une recherche que ça prend 7 heures de contenu, 11 interactions différentes à 4 places différentes. Si je veux faire consommer 7 heures de contenu, combien de Reels ou de TikTok il faut que la personne consomme avant de gagner en confiance avec moi? Tandis que si on utilise un format, on est rendu à 27 minutes, là que tu m'écoutes, ben, on est plus loin dans le processus de vente et la confiance est beaucoup plus là avec du long format. Donc, il faut comprendre que chaque business a un cycle de vente. Par exemple, c'est le temps que ça prend entre le moment que la personne te découvre et devienne client avec toi. Il y a du monde que c'est super rapide. Il y a du monde que ça va prendre des années. On en a du monde, des fois, nous autres, ça fait 5 ans qu'ils nous suivent. Ça fait whatever quoi. C'est correct. Mais il y a du monde qui nous découvre, comme la semaine passée. Pub, il écoute la vidéo, prend un appel, devient client avec nous. Genre, le cycle de vente, il a été d'une semaine. Donc, ceci dit, le long format est une partie intégrante d'un écosystème de marketing. Nous, notre écosystème d'autorité comprend du long format dedans parce que c'est tellement, tellement important. Donc, présentement, si tu n'as pas un podcast ou une chaîne YouTube, 2026, il faut que tu fasses ça. Les vidéos, encore là, tu peux varier la durée du format entre 15 minutes et 1 heure. Puis de mettre en version audio aussi, parce que nous, il y a plus de monde qui écoute ce que je fais là en audio qu'en vidéo. Donc, mais juste de faire les deux, parce que ça se consomme des deux façons. Là, peut-être tu vas dire, ouais, il y a déjà tellement de podcasts au Québec, c'est ça, blablabla. Mais oui. Puis, il y a déjà tellement de coachs, fait qu'on va faire d'autres choses à la place. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas s'arrêter à dire, il y a d'autres personnes qui font ça. Ben oui, mais en 2026, 2025, tout le monde fait plein d'affaires. Fait que, par contre, le monde veut savoir s'ils aiment ce que tu fais, par exemple, sur les réseaux sociaux, ben ils veulent savoir plus en détail les affaires que tu connais et que tu veux. Donc, oublie tes excuses, puis juste YouTube, podcast cette année, c'est vraiment, vraiment important. Numéro 11, ça va un peu avec les finances, c'est que les stats, c'est l'affaire la plus importante, pas l'affaire la plus importante, mais c'est une pierre tellement importante dans la fondation de ta business. Si tu n'es pas capable de me dire exactement combien tu as de leads par semaine, combien tu as d'appels de bouquets, combien tu as d'appels de fait, de disqualification, de vente, de cash collected, de volume de vente, ainsi de suite,
tu joues à roulette russe avec ta business, tu vas à l'aveugle, tu sais pas trop comme où est-ce que tu t'en vas. Puis peut-être ça marche bien, peut-être ça marche moins bien. Mais en 2024, on a mis beaucoup, beaucoup de systèmes en place pour tracker tout dans le business. Puis, tu sais, c'est pas tout qui est bon à tracker nécessairement, mais les affaires les plus importantes, surtout les processus d'avance, le churn, le churn qui est l'attrition, là, parce que tellement souvent, il n'y a personne, il n'y a pas un coach qui dit que son service n'est pas bon, mais quand on regarde l'attrition, donc la perte de clients mensuelle, ben là, mettons, OK, ben j'ai perdu 12% des clients ce mois-ci. 12%, c'est énorme. C'est énorme, 12%. T'as ce qu'on appelle un seau d'eau troué. Donc, tu as un seau, il y a des trous dedans, l'eau elle coule, puis là, tu essaies avec une hose, avec tes pubs et ton contenu, de remplir ça. Mais tu sais, ça ressort aussi vite que ça rentre. Là, donc, il faut aller régler ce problème-là d'attrition en premier. Donc, les stats, ça vous permet de prendre des décisions qui sont rationnelles et non émotionnelles. Parce que, encore là, la plupart du monde sont comme, mais non, mon service est excellent, les clients sont contents, ils restent. OK, on regarde le LTV, qui est le Lifetime Value, ben finalement, les monde reste 6 mois quand tu as des forfaits de 12 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a une tonne de monde qui lâche le premier mois, ainsi de suite. Ouais, mais il y a 56 000 raisons. Ben oui, mais ça reste que on tasse les excuses puis on regarde les chiffres. Et en 2025, on a piloté la business qu'avec les data. Et ça a été tellement plus simple d'identifier les goulots d'étranglement, donc qu'est-ce qui freine la business, sur quoi on devrait mettre notre attention et les opportunités qu'on doit attaquer pour continuer de scaler puis d'aider d'autres personnes. Numéro 12, la leçon, c'est une leçon que je savais avant, puis on dirait qu'à toutes les années, il y a quelque chose qui me remémore ça. C'est que tu ne peux pas vouloir plus que tes clients. Donc, en fitness, sûrement que ça t'est déjà arrivé, tu as un client que, exemple, il a pris de la masse, qu'il a perdu du gros, les performances, puis qu'il a atteint un objectif, puis c'est malade, puis qui est comme, hey, pour vrai, genre, je vais continuer de même par moi-même, puis je vais faire mes affaires. Puis, that's it. Puis là, ben, on peut aller regarder, OK, ben, est-ce que c'est nous qui pas assez bien mis des objectifs avec le client, pas assez été creusé à OK, ben tu voudrais-tu faire, par exemple, un Ironman, tu voudrais-tu faire une autre affaire, comme de proposer des objectifs. Puis ça, c'est super bon faire ça, by the way, là, pour continuer que la personne ait des objectifs, parce que faire du statu quo, ça marche pas. Faire de la maintenance, vous le savez, tu peux pas maintenir vraiment. Tu vas soit dropper un peu ou tu vas progresser un petit peu, mais fait que c'est très dur. Puis moi, je m'entraîne pas d'objectif présentement, puis je trouve ça bien plus dur d'être à cheval sur mes trainings puis à cheval sur ma nutrition, parce que j'ai pas d'objectif. Je trouve ça quand même assez dur de maintenir. Puis il y a des phases que, whoop, je prends un petit peu plus de gras, whoop, je lean down un peu plus, puis je wobble là-dedans, mais ça fait 17 ans que je m'entraîne. J'avais 17, j'ai 35. Faites le calcul, là. Mais, ou 16, 17. Fait que, puis je commence à être capable de faire ça. Fait que on sait bien que c'est pas possible. Puis, mais l'affaire, c'est que il y a du monde qui sont satisfaits, puis que c'est correct de même, puis qui veulent pas nécessairement s'améliorer, puis qui vont être contents justement de wobble un peu, de faire leur affaire comme il faut par eux-mêmes, puis que c'est correct de même. Puis ça m'a frappé parce qu'à la fin de l'année, on a un client qui est venu nous voir pour doubler son chiffre d'affaires, donc il faisait environ 10 000 par mois, il voulait monter ça à 20 000 par mois. Puis dans le fond, on a atteint l'objectif avant 6 mois même, ou 4e mois, quelque chose de même. Puis dans le fond, il comme voulait pas nécessairement plus que ça. Puis j'ai tout le temps de la misère à. Peut-être parce que c'est mon tempérament, mais il est comme. Je comprends pas pourquoi tu veux pas plus. Ne serait-ce que de voir à quel point tu es capable de pousser ça, puis d'aider plus de monde, puis ci, puis ça. Mais c'est pas tout le monde qui est de même. Puis ce que je me rends compte, c'est que c'est correct, dans le fond. Puis des fois, parce que là, j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Puis comment ça qu'il voit pas où est-ce qu'il peut se rendre? Il y a tellement de potentiel, puis comment qu'il pourrait... Ça pourrait être insane, sa business. Il pourrait tellement bâtir de quoi d'insane, puis... Mais c'est comme, la personne, elle veut-tu engager du staff? Non. Elle veut-tu bâtir des systèmes? Non. Elle veut-tu bâtir la tech en arrière? Non. Il y a comme plein d'affaires qui font en sorte que, dans le fond, c'est correct de... Tu peux pas vouloir plus. Tu peux pas pousser dans la gorge à quelqu'un un objectif que lui veut pas ou qu'elle veut pas. On peut suggérer des objectifs, de dire comme, OK, mais on pourrait faire telle affaire ensemble, on pourrait... ça, puis c'est même pas pour le garder nécessairement le client, mais c'est juste qu'il continue à progresser. Mais on veut pas vouloir plus qu'un client. Puis il faut toujours... Je pense qu'une des bonnes qualités d'un bon coach, c'est de se remettre
toujours de se poser des questions de qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que j'aurais mieux pu faire avec ce client-là, comment qu'on aurait pu plus l'aider, puis tout ça, puis c'est super, mais à un moment donné de se dire, écoute, j'ai tout fait le système que j'avais à faire, notre process qui fonctionne, on a atteint des objectifs, c'est comme un moment donné, on ne peut pas vouloir plus qu'un client. Numéro 13, cette année, j'ai lu l'excellente série de Brandon Sanderson dans l'univers du Cosmere en anglais, le Cosmere en français. Et si vous êtes un fervent lecteur de fantasy, vous devez lire ça. Moi, c'est ma façon de wind down le soir. Je lis tous les soirs. Puis, je peux pas lire des livres business ou des livres de mindset, whatever. Ça me prenne, puis je perds de dormir. Fait que ça fait... Je lisais beaucoup quand j'étais jeune, puis peut-être, il y a 5 ans, j'ai recommencé à lire. Puis, j'ai lu une tonne de séries. Mais cette série-là, c'est tellement, tellement bon. Puis c'est un univers connecté, un peu comme le MCU de Marvel. Bref, c'est des livres de... Là, je suis rendu... J'attends que le 5e tome sorte en français. Le volume 2. Fait que le volume 1, il est genre 1000 quelques pages. Le volume 2 va être encore 1000 quelques pages. Bref, excellent. Puis je vous suggère de commencer avec Mistborn. Puis Mistborn, ma leçon est dans ce livre-là. Parce que c'est une trilogie. Les premiers 3 livres là, que j'ai lus, c'était cette trilogie-là. Puis il y a un personnage qui s'appelle Elend, qui devient roi à un certain moment donné. Dans ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il y a une phrase à un moment donné, à la fin du dernier livre, qui dit « Je suis devenu qui j'ai eu besoin de devenir, mais à travers ça, j'ai perdu qui j'étais, puis que maintenant, j'apprends à faire la fusion entre les deux, entre qui je dois être et qui je suis. » Puis ça m'a tellement frappé, ce passage-là, parce que je pense qu'à travers les dernières années, j'ai justement bâti une identité plus de business. Puis, à partir de 2020-2021, j'ai eu des mentors. Puis, j'étais comme, OK, ben, il faut... j'ai comme créé un peu une identité qui était un peu différente de qui j'étais pour être qui je devais être pour scaler des business. Puis, je pense qu'à travers les années, je me suis perdu un petit peu à de pas être 100% moi-même, puis avoir des comportements qui étaient un petit peu comme, que je repense, j'étais comme, hey, c'était pas moi ça. Puis on dirait cette année, en 2025, après avoir fermé le gym, après avoir vendu, puis après me dire qu'est-ce que je veux moi, puis qui je suis, puis comment que je veux vivre ma vie présentement, je me suis rendu compte que, puis en lisant ce livre-là en début d'année, que c'était exactement ça qui s'était passé, que je m'étais écarté un peu de qui j'étais pour devenir qui je devais être, pour atteindre mes objectifs, mais que présentement, je devais revenir à qui j'étais. Fait que, tout ça pour dire, c'est comme une réalisation que je trouvais intéressante, qui m'a frappé dans ce livre-là, de comme, oui, on doit changer pour atteindre nos objectifs, mais on doit rester nous-mêmes, puis je trouve que c'est une drôle de dichotomie de dire comme, faut que je reste qui je suis, parce que je suis de même, mais que je dois changer aussi pour continuer d'avancer, mais pas perdre de vue qui que je suis réellement pour être toujours en ligne. Parce que je pense que c'est très stressant de ne pas être quitté. Fait que c'est un peu vague ma leçon, mais vraiment, je pense peut-être que vous ne vivez pas ça, mais moi j'ai vécu, puis je trouve que c'est important, puis oui, deviens qui tu dois devenir pour atteindre tes objectifs, mais oublie pas qui t'es. C'est un peu ça ma leçon. Numéro 14. D'avoir le moins de dettes possible, c'est tellement de liberté. C'est de quoi que, on dirait qu'avant, je me disais, je vais investir, je vais prendre l'argent pour faire plus d'argent, puis ainsi de suite. Puis, j'ai jamais été endetté ou rien de ça, mais j'avais un char à financement, là, comme pas mal tout le monde, puis il y avait un peu de dette dans la compagnie, il y avait ça, puis en 2025, j'ai éclairé tout... J'y avais plus aucune dette nulle part. Là. Il y a juste ma maison qui est à moitié payée. Fait qu'il en reste encore, mais... puis tout est payé cash. Il n'y a plus de dette dans la compagnie. Il n'y a plus de dette nulle part. Puis c'est tellement le fun. C'est tellement le fun de ne pas avoir aucune dette. Ma blonde n'a pas de dette. Comme on n'a aucune dette, à part la moitié de la maison qui reste. Mais il y a tellement de liberté, je trouve, que moi, personnellement, que ça m'apporte de ça. Puis
oui, j'ai encore une carte de crédit, puis des affaires-là, là, comme ça, on est full Dave Ramsey, coupe tes cartes de crédit, puis tout ça. C'est pas ça, mais je pense que on voit tellement, on se fait tellement dire qu'il faut prendre des dettes pour faire de l'argent ou comme financer un char, c'est normal. Tout le monde fait ça. Puis on dirait l'année passée, j'étais comme ça fait aucun crise de sens de financer un char. En tout cas, il y a plein d'affaires que moins de dettes, c'est tellement de la liberté. Puis tu sais, la richesse, c'est la différence entre qu'est-ce que tu fais et combien tu dépenses. Fait que tu sais, t'as beau faire 1 million de salaire par année, si tu dépenses 1,1, t'es broke. Tu vas être stressé au bout, puis tout ça. Puis il y en a qui ont besoin d'avoir un stress financier pour continuer de progresser. Puis j'ai pensé ça à un certain moment donné. Mais présentement, j'ai le feu au cul de scaler, mais le compte de banque est lourd des têtes. Puis, j'ai jamais été autant. Comme que ça va autant bien au niveau du cash flow et de tout ça. Puis, j'ai jamais autant. Ben, oui, mais je suis autant primé de scaler que ça. Parce que je pense que si tu focuses juste à faire plus de cash, la motivation, aussitôt que tu vas en faire, ou aussitôt que tu vas atteindre ton objectif, ça va slow down. Tandis que si tu fais ce que tu as à faire parce que ça tient à cœur plus que tout, puis que tu as un objectif que tu vas atteindre, puis tu as une grande vision, puis que oui, le cash fait partie de cette vision-là, mais c'est pas ça le main thing. Tu vas œuvrer d'une façon différente. Fait que ça, encore là, c'est une leçon personnelle, puis c'est ma façon de voir ça. Puis t'as une tonne de monde qui vont dire comme, ben non, on utilise la dette, comme refinance ta maison pour acheter des blocs, puis ci, puis ça. Moi, je veux rien savoir de ça. J'adore avoir le moins de paiement mensuel possible. J'ai comme le moins d'affaires possible, puis pas. Ça m'a coûté 5 000, je pense, réparer mon char. J'ai une Vaux 2017. Je vais payer le 5 000. Je vais pas me racheter un autre char, ne serait-ce qu'à 20-30 000. Fuck that. Je vais réparer mon char, puis de maison, je travaille de la maison à cette heure. Puis j'ai une Chevelle 68 et payée depuis une couple d'années. M'en à réparer, puis comme ça va se finir là. Puis moi, je ne trippe pas nécessairement sur les choses à faire. Là. Si tu tripes là-dessus, c'est correct, mais juste, il y a une énorme liberté de vivre en bas de ton beat d'avoir un beat de vie qui est bas. Et tu as une liberté sur les moves business que tu vas faire aussi. Parce que si j'avais été à côté financièrement, puis je voulais fermer Quantum, ça m'a coûté multiples 6 chiffres à fermer ma compagnie parce que j'ai voulu rembourser tous les clients, j'ai donné 2 semaines plus le 4% à tous les employés. Ça coûtait cher. Il y avait des logiciels qu'on était pris dans des contrats pour 1 an. Bref. Mais si mon bit de vie était à gorge, jamais j'aurais été capable de faire ça. Donc, il y a comme une liberté que tu t'acquiers en vivant sans dette, puis en baissant ton bit de vie. Puis cette année, j'ai comme pu goûter vraiment là, toute l'année 2025 à ça. Puis je suis comme, wow. Genre, présentement en tout cas, je dis pas jamais, parce que ça m'a changé d'affaires, mais je veux continuer de vivre de même. Je mets plus sur mon hypothèque à toutes les, à toutes les semaines, à tous les mois, pour clairer mes dettes. Genre la dette de maison qui reste, puis jamais rebâtir de dette, que ce soit business ou comme on a une grosse marge de crédit, de whatever, comme ça, c'est genre l'urgence ultime qui va arriver. Bref, moi personnellement, j'adore ça. Fait que je suggère de peut-être juste penser à ça, juste voir est-ce que je peux changer ma façon de voir les choses. Est-ce que je veux keep with the Joneses, là, genre de toujours vouloir du matériel pour que paraître, pourquoi je veux du matériel, je pense que comme il y a des questions à se poser là-dessus. Puis, tu sais, l'affaire, mettons, nous, on est dans l'industrie, là, je montre au monde comment faire plus d'argent avec leur business. Je suis dans le make money online, si on veut. Là. Il y en a plein là, de coachs qui ont des Lambo, ils ont des Rolls-Royce, des affaires dans le même, puis ça leur amène des clients à ça. Mais first, c'est pas moi, ça. Puis des fois, j'étais comme, hey, c'est sûr que j'ai l'air un peu BS avec mon Vaux, avec mon Vaux 2017. Si. Mais dans le fond, j'aime bien mieux que le monde vienne nous voir pour les résultats qu'on apporte aux clients, puis les conseils qu'on donne, que parce que j'ai un gros char ou que whatever quoi. Fait que, puis ultimement, que tu aies un gros char ou, comme, ou le matériel en soi, je pense pas que ça rend heureux puis que ça l'apporte de quoi nécessairement dans la vie.
Bref, une autre discussion, là, je m'attarde sur ce point-là, là, mais bref. Numéro 15, c'est quelque chose que j'ai appris dans le fond dans les 3 dernières années, c'est qu'est-ce qui dit que la valeur d'une entreprise. Puis là, c'est spécifique si jamais à un moment donné tu veux vendre ta business ou tu veux mettre un CEO en place. Dans le fond, j'ai essayé de vendre le groupe Quantum, donc Éducation Quantum puis Quantum Training, à partir de novembre 2023. 2022? En tout cas, je ne sais plus là, dans les années. Là. En 2023. Puis, dans le fond, la transaction a chié au mois de janvier, quelque chose dans le Puis, c'est là que j'ai décidé de fermer. Puis, dans le fond, l'année passée, j'ai vendu. Puis, éducation comptable. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui a fait que la valeur de l'entreprise, j'ai appris beaucoup là-dessus. Puis, dans le fond, first, qu'est-ce qui a fait que Alex Hormozy appelle ça le key man risk. Donc, c'est à quel point tu es impliqué dans le business. Puis la différence, mettons, avec Quantum Training et Éducation Quantum roulait principalement sur le bouche-oreille et les ads, tandis que Quantum Training était beaucoup de moi qui faisais des playbooks organiques, qui gérait un petit peu plus d'affaires. Fait qu'il y a ça, comme si tu n'es pas là, est-ce que la business peut continuer de progresser? Il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi de la santé de la business au niveau de la profitabilité. Puis moi, une des grosses erreurs, si vous avez plusieurs business, faites pas ça. Moi, tout était dans le même pot. Tout était dans la même incorporation. J'avais des comptes Stripe différents, mais c'était super complexe parce que j'avais des employés qui travaillaient dans les 3 business. En tout cas. Donc, de simplifier puis d'avoir vraiment comme un portrait financier ultra clair pour l'acheteur, mais ça fait vraiment, vraiment du sens. Puis aussi de s'assurer qu'il y a un système d'acquisition prévisible. Si c'est que du bouche-oreille, c'est pas prévisible. Si c'est que l'organique, c'est pas prévisible. Donc, le paid ads, les automatisations, le back-end, le nurturing. Donc, d'avoir un système, ça va avoir un impact sur la valeur. Bref, on pourrait parler je pense pas que ça s'adresse à bien du monde, mais c'est quand même une leçon que j'ai appris cette année. Numéro 16, c'est plus une leçon qu'année après année. Qui se renforce, c'est l'impact d'avoir des mentors, d'avoir du coaching, d'avoir du monde qui sont en avant de toi dans différents domaines. Donc, cette année, on a dépensé un peu plus que 50 000 encore en formation, coaching, tout ça. Puis, dans le fond, j'ai pris comme le advisor d'Alex Hormozy. En début d'année, on était avec un gars qui aide le monde à faire des DM ads. On était avec Scaling with System aussi cette année. Donc, puis j'apprends toujours quelque chose au niveau de, oui, de l'information qu'ils vont donner, mais aussi au niveau de eux, comment ils opèrent leur business. Ce que j'aime moins un petit peu. Par exemple, Scaling with System, leur onboarding, je trouvais excellent. Tous les systèmes de la business étaient excellents. Plein d'autres affaires, mais c'était vraiment une compagnie cool à travailler avec. Ils ont juste changé leur modèle d'affaires là, récemment pour du done for you. Donc, ils font pour toi des affaires YouTube. Fait que c'était moins ce qu'on voulait. Mais bref, juste il n'y a pas une fois, j'ai dépensé plus de 500 000 en formation, en mentorat, tout ça, les dernières années. Il n'y a pas une fois que je regrette l'investissement puis que c'est pas un win ultimement. Ne serait-ce que, tu sais, même si, exemple, j'ai pas nécessairement les résultats que je voulais, ne serait-ce que comment ils opèrent leur business, il y a des choses que tu apprends là-dedans 100%, puis c'est toujours un win. Numéro 17, la leçon, c'est que tu peux apprendre les mauvaises leçons d'un échec. Et, par exemple, si j'ai un coach qui travaille pour moi dans le fitness, j'ai une compagnie de fitness coaching, puis j'engage un coach, puis il part avec mes clients. J'ai 2 leçons que je peux... j'ai plusieurs leçons, mais il y en a 2 principales que je peux apprendre. Premièrement, je veux pas de coach. C'est pas bon d'avoir des coachs qui travaillent pour toi. Ils partent tous avec tes clients. Comme tu vas te faire voler, oublie ça, je vais rester solo. Ou je suis pas assez bon en leadership, en management, mes process sont pas assez forts, mon offre de service n'est pas assez solide, je vais travailler là-dessus. Et ce qui arrive, c'est que la même chose qui arrive va amener complètement 2 chemins différents. Il y en a un que ça va être l'amélioration des compétences vers avoir encore des coachs, puis l'autre qui va être genre, je vais revenir où est-ce que je suis, puis potentiellement, je vais optimiser ou je vais changer mon modèle d'affaires. Puis, dans le fond, je dis la mauvaise leçon, mais tu sais, c'est juste des leçons différentes que tu peux apprendre. Puis dire, genre, on apprend de nos erreurs, ben peut-être pas tant que ça. Il faut faire attention à ce qu'on apprend. Donc, tu te fais tromper par ta blonde ou ton chum, ben tu peux te dire, tous les gars, les filles, c'est des trous de cul, puis avoir des relations malsaines tout le reste de ta vie, puis juste de perpétuer ça. Fait que tu peux apprendre une mauvaise leçon d'une situation. Ou
tu peux prendre responsabilité et te dire hey, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça n'a pas marché avec cette personne-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle elle a été infidèle? Est-ce que c'est moi ou est-ce que j'avais des red flags en premier? Genre, comme il y a comme plein d'affaires qu'on peut apprendre, on ne rentre pas là-dedans, là, mais juste quand t'as une leçon que tu apprends en business, je pense que c'est de te demander c'est quoi mes options que je peux apprendre? C'est quoi les différentes affaires que je peux apprendre de cette situation-là? Quelqu'un qui est parti, OK, je peux apprendre ça, ça, ça. Un client qui est parti, je peux apprendre ça, ça, ça. Puis de décider qu'est-ce que tu apprends. Puis de t'assurer que c'est dans la direction de où est-ce que tu veux t'en aller. Numéro 18, les compétences. C'est tout ce qui importe. Plus tu es compétent dans ce que tu fais, que ce soit dans l'entraînement, dans la nutrition, dans le coaching, en marketing, en vente, plus tu vas avoir de résultats. Puis je crois fortement que les compétences doivent être additionnées. Fait que compétences plus action, plus constance, plus feedback égale de la croissance. Donc, si j'apprends à faire du contenu sur les réseaux sociaux, je passe à l'action et je fais du contenu. Je le fais pendant 3 mois. Puis mon feedback, c'est je regarde qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Je réitère et je continue comme ça. Il n'y a aucune chance que ça ne marche pas. Parce que tu vas t'améliorer et tu vas acquérir des compétences. Et si présentement, ça ne se passe pas comme tu veux, tu n'as pas assez de compétences. Point final. C'est aussi simple que ça. Tu n'es pas assez bon. C'est correct. Parce que ça fait du bien de se dire je suis pas assez bon. Parce que comme ça, tu es comme hey, je sais sur quoi travailler. Je vais pouvoir m'améliorer, puis progresser, puis avoir des résultats différents parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas à la hauteur de ce que je veux. Donc, présentement, moi, je sais qu'il y a un paquet d'affaires que je peux m'améliorer. Je veux m'améliorer au niveau de mes ads, je veux m'améliorer au niveau de mon contenu sur les réseaux sociaux, de mon écriture. Il y a plein de choses que je veux améliorer dans le département marketing. Par exemple, cette année, d'arrêter de faire des quand je parle. Plein de choses que je peux améliorer. Puis c'est correct. Puis c'est juste une question de compétence. Par exemple, arrêter de faire des quand tu parles, c'est juste d'être capable de vivre le silence. Moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup depuis une couple d'années. Puis c'est de me rappeler ça aussi quand je le fais. Numéro 19, qui est plus personnel. Avec qui tu passes ta vie va dicter ton succès. Ton chum, ta blonde, c'est les personnes les plus importantes de ton entourage. Et sérieusement, ça peut make or break une business. Ça peut faire en sorte que tu progresses à vitesse grand V ou tu progresses pas. Ça peut faire en sorte que tu lâches ta business ou tu continues. Et je dis pas, ma vision de ça, c'est pas d'avoir un cheerleader ou une cheerleader, quelqu'un qui va tout le temps être là à t'encourager. Comme il y en a que c'est le même, mais je pense même pas que c'est ça qui est important. Je pense que c'est d'avoir quelqu'un qui accepte puis qui croit en toi. That's it. Parce que quelqu'un qui accepte que tu travailles le soir, que tu travailles les fins de semaine, que tu as des passes stressantes, que tu as des passes que tu as besoin de faire des gros moves avec la business, que tu as des passes que ça va pas comme tu veux. Juste quelqu'un qui accepte, ça va tellement simplifier, puis qui est juste là pour t'écouter. Puis ça, des fois, mettons, en business, c'est des affaires qui ne marchent pas, puis à travers le temps, je me le fais moins dire. Mais exemple, je parlais de quoi avec mes parents, mettons, il y a 5 ans, mais c'est comme, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas ça de même? Pourquoi tu as des employés? Pourquoi tu... Puis là, c'est comme ça challenge parce que c'est quelqu'un qui veut te donner des conseils pour ton bien, mais que des fois, c'est que juste comme, t'as besoin de quelqu'un qui est juste comme, hey, comme, je t'écoute, puis je vais être là pour se supporter, whatever que tu choisis de faire. Puis je pense des fois, c'est juste ça qu'on a besoin en tant qu'entrepreneur. Fait que quelqu'un qui accepte, puis quelqu'un qui comprend puis qui te fait pas sentir mal de faire ce que tu as à faire. Puis d'un autre sens, moi, ce que j'aime dans ma blonde, c'est que des fois, elle me ramène aussi à dire comme, il semble que tu as travaillé beaucoup cette semaine, ça te tente pas de prendre off en fin de semaine. Je suis comme, c'est vrai que c'était assez intense cette semaine, j'ai travaillé jusqu'à 10 heures le soir, puis tout ça. Puis des fois, ça ramène un petit peu l'équilibre que moi, personnellement, je veux avoir. Fait que je pense que si présentement ta relation, la personne ne te supporte pas du sens que comme elle n'accepte pas ce que tu fais, puis tout le temps en train de te dire comme tu devrais jouer plus safe ou essayer de te donner des conseils ou de changer les affaires ou comme je pense avoir une discussion avec la personne sur comme faut que tu aies quelqu'un dans le même camp que toi. Tu peux pas travailler à bâtir une business quand tu as quelqu'un de l'autre bord qui te ralentit ou qui pas nécessairement qui te ralentit, mais que
la façon qu'elle agit, la personne, ou qu'elle te fait sentir, ça te ralentit. Puis je pense que la première affaire, moi j'aime pas ça, genre de comme tu devrais pas avoir des amis comme les coupes le monde négatif de ta vie, si, ça, whatever. C'est comme un moment donné, c'est quoi le monde négatif? Tu sais, comme t'as un de tes bons amis qui a une mauvaise passe. Je sais pas, moi, il apprend que son père a le cancer, whatever. Pendant 6 mois, il est down. T'es comme, été négatif, parle-moi pas. Voilà, non, c'est quoi cette affaire-là? Comme, on est comme, tu coupes tout le monde de ta vie qu'il t'apporte pas du positif, entre guillemets, mais comme, first, tu vas te ramasser tout seul. Puis deuxièmement, c'est comme, ouais, mais ok, tu veux juste des relations transactionnelles, tu sais. Puis toi, c'est comme, tu vas tout le temps bien, puis t'es tout le temps positif. À un moment donné, c'est comme, en tout cas, j'ai de la misère un petit peu avec, avec ça. Puis oui, c'est important, l'entourage, c'est pas ça que je dis, là. Puis si t'as du monde qui sont constamment négatifs, qui te tuent du jus, tout ça, oui. Mais je pense aussi une question de communication, surtout avec ton chum, ta blonde, d'être comme, voici où est-ce que je veux m'en aller, voici les sacrifices que je veux faire, voici mon style de vie. T'es-tu prête à vivre ça? Parce que ça va être de même. Puis ça va pas changer. Fait que, je l'ai vu beaucoup dans le bodybuilding aussi, du monde passionné du bodybuilding, que comme la blonde ou le chum espère tellement que ça va changer, puis bâtit tellement de frustration parce qu'elle espère que ça change. Mais tu sais, si t'es en business, puis là, tu travailles, on va dire secret, OK? Après avoir fait 13 ans que je suis en business. C'est pas vrai que tu vas être moins primé. C'est pas vrai que tu vas moins travailler d'heures puis tu vas être moins obsédé par ta business. Comme, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va juste changer. Tu vas être capable d'en faire un petit peu plus le pont, mais tu vas tout le temps être obsédé par ta business. Ça va être ta vie. Puis, si tu veux réussir, tu n'as pas le choix que ça soit de même. Puis, c'est juste le monde qui sont obsédés de même que ça marche. Fait que, à haut niveau, là, je parle. Tu dois juste avoir quelqu'un qui te supporte là-dedans. Puis, encore là, je veux juste dire, attends-toi pas d'avoir un cheerleader ou un cheerleader qui te motive tout le temps. Pas sa job de faire ça. En tout cas, selon moi. Puis si tu as un chum une blonde qui est de même, c'est super. Tant mieux pour tous si tu as besoin de ça. Mais déjà, là, si tu as quelqu'un il accepte ton beat de vie, il accepte ton intensité, il accepte ça, je veux dire, t'es good, comme, garde ça, puis ça va bien aller. Fait que, avec qui que t'es, dis ton succès. Numéro 20, la culture, les valeurs, la vision de l'entreprise, c'est primordial quand tu as une équipe. Cette année, à la fin de l'année passée, il est arrivé un enjeu avec on va dire même un employé qui était là et on a pris une décision qui était très axée sur nos valeurs et elle n'a pas apprécié. Et elle est partie, puis j'étais content qu'elle parte à cause de ça. Puis l'équipe aussi, personne, on n'est pas une grosse équipe, mais tout le monde était comme, comme c'était ça qu'il fallait faire. Comme c'était un move qu'il fallait faire en ligne avec nos valeurs d'impact, comme fallait faire ça. Puis si toi tu juges que ça, c'est pas les valeurs de compagnie, c'est pas ça, first, on n'a pas bien véhiculé ces valeurs-là. Mais comme c'est correct que tu t'en aides. Puis je pense que oui, ça fait chier perdre du staff, puis oui, aller rechercher quelqu'un d'autre, puis là, comme on est encore en recherche, on passe des entrevues, blablabla, tout ça. Mais encore là, je reviens à plus le move pour le moyen et long terme, c'est de pogner quelqu'un qui est 100% dans les valeurs, puis dans la vision de l'entreprise, puis dans la culture de l'entreprise, puis that's it. Puis on plie pas la culture pour personne. Fait que, comme Matt dit, on ne négocie pas avec les terroristes, on ne plie pas la culture, parce que c'est qui on est, et c'est ça qui fait en sorte qu'on va atteindre nos objectifs en étant comme ça. Donc, si vous établissez une culture, puis des valeurs, puis que quelqu'un n'agit pas comme ça, c'est vraiment important de toujours l'adresser. J'ai une vidéo là-dessus, là, sur la culture, là, sur YouTube ou en podcast, si vous voulez en savoir plus là-dessus. Leçon 21, c'est que ça fait 2 ans et demi que j'ai pas bu d'alcool. En fait, c'est pas vrai. Ça fait 1 an plus 1 an et demi. Je pense que c'était dans le temps que je voulais fermer le gym, tout ça. Je buvais pas beaucoup, mais je buvais une fois de temps en temps un verre à gauche, à droite les fins de semaine. Puis rien de fou, mais ça. Puis à un certain moment donné, ben, je me rendais compte que j'étais stressé. Puis là, j'étais comme un vendredi soir, comme j'ai eu une grosse semaine, je prenais un verre. Puis en fait, j'étais comme, je me soufflais pas à gueule, puis rien, là, mais j'étais comme, j'aime pas ce comportement-là. Puis c'est pas qui je veux devenir qui a ce comportement-là. Fait que j'ai décidé d'arrêter de boire l'alcool. Puis j'ai fait 1 an sans alcool. Puis au mois de mai, en 2024,
On était à Madère, qui est une île du Portugal, qui est incroyable. Puis il y avait un drink local là-bas, puis j'étais comme, man, enfin, là, j'ai pas bu. On va prendre un drink. Puis j'ai bu, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? C'est pas. Fuck off. Puis je pense que ce voyage, j'ai bu 2 drinks, puis le deuxième, j'étais comme, non, non, là, j'arrête ça. Puis j'ai pas rebu depuis ce temps-là. Puis, dans le fond, ça a tellement été une bonne décision de couper certains vices euh, qui apportent rien de bon pour moi. Personnellement, puis il y en a que l'alcool ou la drogue, whatever, ça les aide à décompresser, tout ça. Mais moi, la drogue, ça fait 15-20 ans, je suis pas si vieux que ça, mais 15 ans que je n'ai pas pris. Puis l'alcool, c'est comme ça m'apporte rien de plus. Puis, dans le fond, ce que je me rendais compte, c'est que ça, ça couvrait, dans le fond, mon manque d'être capable de gérer mon stress puis de gérer des décisions que j'avais à prendre. Puis je pense que c'est ça aussi que, à un moment donné, j'étais comme, ben, dans le fond, c'est parce que j'ai des décisions à prendre dans le business qui sont pas le fun, des discussions pas le fun à faire, puis là, ben, j'ai du stress puis de la pression avec ça, puis je règle pas ce que j'ai à régler, fait que j'ai goût de boire un petit verre pour me décompresser. Ou, puis une autre affaire, je me suis rendu compte, je buvais quand il y avait beaucoup de monde, parce que je fais un peu je veux plus le dire dans le même, mais je fais un peu d'anxiété sociale, fait que j'ai tendance à être stressé quand il y a beaucoup de monde puis qu'il faut que je parle. C'est bizarre, c'est un peu ça ma job, mais c'est comme quand que je parle de ce que je suis passionné puis de donner des conférences, des affaires la même, c'est différent. Enfin, en tout cas. Mais vrai, je me suis rendu compte de ça une couple d'années, comme OK, mais là, genre, je me fie sur l'alcool pour me déjeuner un petit peu plus. Je suis comme wow, OK, on va aller travailler cette affaire-là à la place. Là, fait que. Puis, puis la même affaire, ça fait comme plus de 3 ou 4 ans là, que j'ai pu écouter de la pornographie, puis ça, c'est une autre discussion, mais comme ça a full amélioré plein d'affaires dans ma vie, puis je pense qu'il y a comme plein de vices qu'on a que des fois, il faut se dire, est-ce que ça me nuit? Oui ou non? Puis je vais arrêter pour voir est-ce que ça m'aide ou pas. Puis la plupart du temps, ben, ça va t'aider plus que ça va te nuire. Puis je pense qu'on peut travailler sur des comportements qui sont plus profonds après ça, puis d'améliorer certaines affaires. Ce qui va avec mon point numéro 2, le 22, qui est le développement personnel et mon écœurant titre de ce domaine-là. J'ai lu énormément de développement personnel, puis ça m'a beaucoup aidé à travers les années. Mais on dirait que dans les dernières années, puis surtout en 2025, je suis tanné d'entendre tout le temps la même affaire. Puis je pense qu'il y a des affaires des fois plus profondes, ou des affaires comme que c'est beau, genre l'abondance, puis de genre la loi de l'attraction, puis de tout ça. Puis je crois quand même à ces affaires-là. Excusez, mais euh, je pense que je consommais beaucoup de développement personnel parce que c'était comme un rush de dopamine. J'avais l'impression de m'améliorer, mais c'était un peu comme. Oui, ça m'a aidé, mais moins que je pensais que ça m'aidait à ce moment-là. Fait que, puis l'année passée, j'ai rien lu de ça. J'ai presque rien écouté de ça. Puis, je me suis rendu compte que des fois, ben, je me fiais là-dessus pour justement me sentir mieux dans ma journée parce que j'étais stressé aussi ou ça. Puis dans le fond, ben, je me rendais compte que c'était comme un mécanisme de j'adressais pas certaines affaires. Puis, genre, je lisais là-dessus. Puis là, j'étais comme, OK, oui, je vais voir ça de telle façon, telle façon. Puis, c'est ça, fait que je pense que comme c'est juste le développement personnel, c'est comme il y a du bon, mais il y a du moins bon là-dedans. Puis peu importe, dépendant à quelle sphère de ta vie que t'es, je pense que ça peut vraiment aider, comme ça peut nuire aussi, puis que ça peut être un peu de la distraction de ce qui est vraiment important que tu aies travaillé. Qui va un peu avec ça que cette année, j'ai décidé d'avoir un psy parce que on dirait qu'il y a des affaires, justement, que je me suis rendu compte qui étaient comme sous-jacents. Puis j'ai été voir quand j'étais plus jeune, parce qu'il y avait des affaires dans ma famille, puis mes parents, ils m'ont... mon père m'a amené voir un psy quand j'étais plus jeune, puis j'apprécie beaucoup qu'il ait fait ça, euh, puis j'ai choisi quelqu'un, puis je suis comme vraiment pas sûr au début, là. Puis j'aimais ça parce qu'il est très axé sur la solution, puis sur comme maintenant où est-ce qu'on s'en va avec ça, plutôt que de creuser dans le passé, mais il y a quand même des affaires, comme je pense que le développement personnel, genre, dit que la psychologie est pas importante, puis les psys, ça sert à rien parce que tu vas creuser dans le passé, puis c'est pas important. Mais je suis comme, ouais, mais comprendre des affaires, puis faire du sens avec certaines affaires qui ont arrivé, puis pourquoi j'ai ce comportement-là maintenant, ça l'aide. Fait que, puis autant point de vue personnel que professionnel, il y a des affaires que je suis comme, ah, je me rends compte que pourquoi j'agis de même, ah, pour cette telle raison, je mets du sens à ça, puis je change mon comportement en un claquement de doigts.
Quand que ça fait des années que j'essaye de changer ce comportement-là. Fait que je pense que comme les deux peuvent coexister, puis juste de s'assurer d'utiliser les bons outils, peu importe t'es où, puis de pas avoir peur de comme c'est plus démocratisé, là, tu sais, aller voir un psy, ces affaires-là. Puis, mais tu sais, je pense qu'encore là, il y a du monde qui vont des psys, ils vont avoir des psys juste pour chialer. Fait que faut vraiment que tu aies une intention comme. Moi, je vois, puis je suis comme, je veux qu'il arrive telle affaire dans la séance. Fait que, genre, aide-moi à atteindre ça, puis il est comme, ok, parfait. Puis, genre, fait que, puis de pas. C'est ça. Fait que je pense que comme, tous les outils peuvent être bons, mais il faut que tu aies de l'avancement, puis qu'il y ait de la progression avec ça. Numéro 23, la comparaison en business. Les dernières années, surtout l'année passée, dans le milieu, nous, qu'on est, il y a des coachs de business pour le fitness aux États-Unis, partout à travers le monde, qui font 1 million par mois, 1,2, 1,5. Puis j'ai trouvé ça challengeant de voir du monde de même parce qu'on ne fait pas ces chiffres-là. Puis on dirait que la comparaison va toujours être là en business, puis c'est une leçon, mais que c'est comme. C'est encore challengeant pour moi de voir du monde de même parce que c'est comme. On dirait que ça peut être super. Tu peux te dire comme, hey, je suis pas assez bon. Voyons donc que ça, ça. Il y en a d'autres qui vont dire comme, ah ben, c'est pas vrai, ou whatever, comme qui vont discréditer ça. Moi, je suis plus du genre à être comme, crèche bien les poches, puis là, me taper sur la tête, puis être comme, voyons, t'as abandonné. Fait que, c'est ça, mais l'année passée, puis cette année encore, j'apprends à me dire, OK, step back, la personne est vraiment comme fait vraiment ce qu'on fait en une année, en un mois. C'est ça la réalité. Donc, maintenant, qu'est-ce que cette personne-là fait de bon? Puis qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne-là? Je pense dans le fitness, nous, on l'a vécu à travers le coaching qu'on fait. Il y a des clients qui se comparaient à d'autres clients, puis qui se mettaient de la pression négative, puis qui n'aimaient pas ça, cette pression-là. Puis on a même déjà du monde qui ont lâché le coaching à cause de cette pression-là. Et je la comprends. Je comprends cette pression-là. C'est juste qu'il faut que. La comparaison, je pense qu'elle est bonne, mais il faut juste la prendre de la bonne façon. D'être comme, OK, est-ce que. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Parce que c'est facile de dire, ouais, mais cette personne-là, il fait 1 million, mais ouais, c'est quoi sa marge de profit? Ah ouais, mais genre, y a-tu du temps avec sa famille? Ouais, mais si, ouais, mais ça. Mais ça fait quoi ça à part te déresponsabiliser? Ça fait quoi ça à part euh, dans le fond, ça fait rien. Ça fait juste te sentir. Tu te sens juste mieux. En place de ça, OK, qu'est-ce qui fait de bon? C'est quoi les telle affaire, telle affaire, telle affaire, de la façon qu'il voit les choses, de ci, de ça. Puis comme peut-être même aller parler à cette personne-là, ben ça peut juste être bénéfique. Donc, la comparaison, c'est bon si on s'en sert de la bonne façon. Numéro 24, c'est la première fois que je fais ça cette année. On a déjà, en 2025, on a déjà annulé des contrats clients à un certain moment donné parce que ça ne fitait pas. Mais cette année, dans le fond, on a un client qui était avec nous autres. Une question que les attentes n'étaient pas claires avec lui. Une couple d'affaires on aurait mieux dû faire dans notre vente, dans notre onboarding et tout ça. Mais on s'est rendu compte que la personne ne fitait vraiment pas dans notre style de coaching et dans notre style d'entreprise pour diverses raisons. Et dans le fond, on l'a remboursé en totalité. C'est la première fois que je fais ça, comme la personne, même son contrat qui est quasiment fini avec nous autres, on a annulé le contrat puis on a remboursé la personne. Et j'étais content qu'on fasse ça parce qu'on est en ligne avec nos valeurs, on est en ligne avec la culture de la business, puis on est en ligne de on veut que chaque client soit une histoire à succès, puis cette personne-là ne fitait pas dans notre entreprise, puis n'avait pas le succès qu'elle espérait avoir, et quelqu'un d'autre va être mieux outillé pour l'aider que nous. Et je pense que si tu es à un point dans ta business que tu es capable de refuser du monde, de disqualifier du monde, ce qu'on fait à chaque mois en appel de vente parce qu'on ne veut pas rentrer quelqu'un qui ne fit pas, et aussi de rembourser un client à 100%, puis juste dire comme, gars, ça marche pas. Il y a tellement de liberté, puis c'est tellement le fun quand ta business est rendu à ce point-là. Puis je vous invite à dire présentement, s'il y a un client qui me tire du jus, que comme ce qui arrivait, c'est comme toute l'énergie du staff de notre équipe était consacrée à faire en sorte que cette personne-là ait du succès. Quand que, dans le fond, on parlait juste de ça dans les meetings, de comme, OK, mais lui, qu'est-ce qu'on va faire, puis finalement, mais c'était jamais assez, puis ça allait jamais assez vite, puis ci, puis ça. Puis dans le fond, ben, pendant ce temps-là, on mettait pas l'attention sur tout le reste des clients.
Puis il faut être capable de se dire comme, mais je pense qu'il y a une belle liberté d'avoir une business assez mature, de dire comme, hey, regarde, fuck that, je travaille juste avec du monde avec qui je veux réellement travailler, puis qui vont avoir des résultats. Puis ma dernière leçon de 2025, qui a été si tu veux, mon motto, là, donc la chose que je me suis répété toute l'année passée, puis que j'amène avec moi en 2025, c'est plus, mieux, nouveau. Quand on prend une décision, on se demande, est-ce qu'on peut faire plus de ce qu'on fait présentement? Sinon, si oui, on en fait plus. Est-ce qu'on peut le faire mieux que ce qu'on fait présentement? Puis après ça, est-ce qu'on peut faire différent? Dans cet ordre-là, une stratégie de ads présentement, est-ce que je peux mettre plus de budget de ads? Oui, non, peut-être. Par exemple, on se dit, OK, ben, nos KPI, donc nos indices de performance clés de notre pub, n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. Donc, mettre plus de budget ne fait pas de sens présentement. Parfait. Est-ce qu'on va tuer la campagne puis partir un autre tunnel de vente? Ben non. On va faire mieux de ce qu'on fait. Puis là, ben, on va faire mieux, faire mieux, faire mieux, faire mieux. Puis guess what? Après ça, on se demande, est-ce qu'on peut faire plus? On peut se faire plus de budget? Oui, on monte le budget. Jusqu'à temps qu'on atteigne un plafond, on se demande ça. Puis c'est très, 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 très rare en business que de faire du nouveau va être la solution. Est-ce qu'on peut faire plus de contenu, en faire mieux? Oui. Plutôt que d'essayer de faire OK, ben j'ai vu que LinkedIn, c'est bon. C'est une autre affaire différente, c'est une autre bête, comme on veut maximiser ce qu'on a avant d'aller vers d'autres choses. Donc, mieux, plus, mieux, nouveau. C'est ma grande leçon et c'est ce qui a fait en sorte que l'année passée, on a scalé. J'ai pas travaillé comme un malade, j'ai pris un paquet de vacances. La business a été smooth, il n'y a pas eu de gros stress, de gros enjeux, tout ça, parce qu'on a focusé sur ça. Puis on a juste fait mieux et plus de ce qu'on faisait déjà. Donc, c'était mon épisode des 25 leçons de 2025. Un petit peu plus qu'une heure. Donc, c'est un épisode un petit peu plus long, mais merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Cette année, ben, on continue avec les épisodes de podcast, les épisodes de YouTube. J'aimerais ça, au courant du deuxième trimestre, d'augmenter la fréquence un petit peu. Donc, de tomber à 2 fois par semaine. Donc, c'est dans les plans. C'est juste qu'il faut qu'on engage quelqu'un qui va prendre ça comme... bref, j'ai de la structure à mettre avant de faire ça parce que je veux le faire sur le long terme. Je ne veux pas faire ça pendant 2-3 mois puis redropper. Donc, c'est ce qui s'en vient cette année. D'autres épisodes du Fit Pro Show avec Matt aussi qui s'en vient. Des entrevues clients de membres à succès et un paquet de contenu pour toi pour t'aider à scaler ta business de coaching fitness dans la prochaine année. Donc, merci d'avoir écouté. Si tu veux qu'on t'aide, tu veux prendre un appel avec mon équipe, voir comment on pourrait t'aider à scaler cette année, clique sur le lien juste en bas ici. Et sur ce, abonne-toi à la chaîne et sur YouTube, sur podcast, whatever. Puis on se parle très bientôt. Bye.